Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h, vous êtes sur Prune et vous écoutez Angle Mort, l'émission du collectif Isonomia. Bienvenue sur Prune, là où les luttes antiracistes et décoloniales prennent la parole. Angle Mort, c'est l'émission qui éclaire les marges et décolonise les regards. Tous les premiers lundis du mois, de 19h à 20h, avec le collectif Isonomia, explore sans concession les concepts et réalités qui échappent souvent à notre regard. Bienvenue pour cette deuxième saison d'Angle Mort. Ici, on parle depuis les marges, depuis nos vies, nos luttes, nos héritages. On éclaire les angles morts du pouvoir pour penser le monde depuis celles et ceux qu'il a voulu réduire au silence. Autour de la table et fidèle au poste, Rêve, Charmarke, Moussa et moi-même, Filsan. Pour la première saison, notre point de départ était le décolonial comme la nécessité à regarder le monde autrement, mais aussi un domaine à démystifier. Pour cette deuxième saison, on ne change pas de cap, on revient là où tout a commencé, vraiment, la révolution, avec ce titre, Achever la révolution. Et comme d'habitude, pour entrer dans le vif du sujet, c'est l'édito d'Angle Mort. Les périphéries parlent au centre, c'est l'édito d'Angle Mort. Assata Shakur nous a quittés, et avec elle, une voix s'éteint sans jamais disparaître. Assata n'a jamais voulu être une héroïne, elle refusait qu'on transforme sa lutte en monument, qu'on la réduise à une image qu'on admire pour mieux la neutraliser. Assata a toujours parlé depuis un lieu politique, celui d'une femme noire, debout, en guerre contre l'État raciste, contre l'ordre colonial et patriarcal bâti sur nos vies. Elle savait que le racisme n'est pas une dérive, mais un mode de gouvernement, que la répression n'est pas une erreur, mais la réponse structurelle à toute conscience noire organisée. Elle savait que la révolution ne vient jamais d'en haut, mais des marges, des prisons, des exils, des femmes noires qui refusent de disparaître. Assata a connu la violence nue de l'État, la traque, la torture, l'enfermement, parce qu'elle refusait l'ordre raciste capitaliste qui gouverne les corps noirs. Mais jamais elle n'a renié la tendresse qu'elle portait aux siens. Sa vie fut une déclaration d'amour indéfectible au peuple noir. Elle a défié l'exil et les mensonges, non pour écrire une légende personnelle, mais pour porter la mémoire collective, les blessures millénaires et les espoirs brûlants d'un peuple en lutte. Et elle a continué d'aimer. Cet amour n'était pas sentimental, il était politique. Un amour collectif, un soin radical, une tendresse intransigeante qui protège la vie noire quand tout l'appareil du pouvoir cherche à la détruire. Elle a fait de cette tendresse une stratégie de survie, de la guérison une méthode révolutionnaire. Son combat était clair, dénoncer la violence raciale d'État, la brutalité policière, l'inhumanité du système carcéral et éveiller les consciences à la trahison de la colonisation et du capitalisme. Assata était une femme de chair et d'os, une militante. Elle ne voulait pas qu'on la transforme en mythe, ni qu'on raconte sa vie à sa place. Elle nous a transmis une méthode, penser ensemble, lutter ensemble, construire des solidarités réelles face à la fragmentation, transformer nos deuils en force politique, notre colère en stratégie, notre amour en armes. Elle nous a rappelé que la liberté ne se demande pas, elle s'arrache, et que la révolution n'est pas un souvenir mais un travail vivant, qui commence avec la conscience et se poursuit chaque jour dans nos colères, nos solidarités, nos espérances. Assata nous a quittés, et cette nouvelle n'est pas un vide. C'est un écho, un appel, une invitation à reprendre le fil. Je suis triste, c'est sûr, mais ma tristesse n'est pas un repli, elle est un partage. Elle n'est pas une défaite, mais une mémoire collective, une lucidité politique qui nous rappelle que la liberté n'est pas une conquête individuelle, mais une responsabilité commune. Je ne pleure pas une héroïne, j'honore une transmission, mon souffle. Parce qu'être une femme noire, c'est apprendre à pleurer sans renoncer, transformer la douleur en savoir, le deuil en mouvement, et conquérir le droit d'être entière dans un monde qui t'isole et te déforme. C'est porter dans le regard toutes celles qu'on a voulu effacer, c'est parler pour ne pas devenir silence, c'est aimer, même quand aimer est un acte de résistance, c'est marcher dans une histoire qui ne nous a jamais attendus, mais que nous continuons à écrire. Achever la révolution, ce n'est pas la conclure, c'est refuser qu'elle s'arrête à nos morts. Pour prolonger la voix d'Assata Shakur, pour entendre ses doutes, sa lucidité, sa tendresse et sa rage,
Il faut lire son autobiographie, traduite et dirigée par le collectif Case Rebelle, avec un S. Ce livre est plus qu'un témoignage, c'est un outil politique, un geste de mémoire noire, un acte de transmission essentiel. À Case Rebelle, merci. Merci d'avoir transmis l'entièreté, la complexité et la puissance de sa parole pleine. Merci d'avoir permis que sa voix continue de circuler, de parler aux nôtres et de nous rappeler que la révolution se conjugue encore au présent. Venez. Voilà ma place. C'est le fauteuil? Votre place? Eh oui, c'est ici que je m'installe. Ah ouais, non, mais là, vous êtes vraiment bien avec la vue et tout. C'est très dur à donner de grands révolutionnaires. La majorité sont morts pendant la révolution. En fait, ce qui est particulier, c'est que vous parlez de révolution, et nous, en France, j'ai jamais entendu le mot révolution en Algérie. On disait toujours la guerre d'Algérie, la fin des colonies ou des choses comme ça, mais on parlait pas de révolution. Et en fait, je me rends compte que pour vous, c'était la révolution. C'est normal parce que vous, Français, Oui. citoyens français, n'ont pas souffert. Et oui. C'est les gens qui ont souffert qui se rappellent des choses. Bien sûr. Le peuple algérien ne peut pas oublier, c'est pas vrai. Oui. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Alors, l'échange que vous venez d'entendre est un extrait de l'émission de télévision d'Antoine de Maximi, dont l'objectif est d'aller à la rencontre des habitants et habitantes de tous les pays du monde, sans préparation, et de passer la nuit chez eux. Donc là, dans cet extrait, il est en Algérie, je crois que c'est en 2023, et lors d'une de ses étapes en Kabylie, il est accueilli par Daoud Baraka, qui l'accueille pour la nuit. Et donc, c'est une séquence qui est devenue virale pour une toute autre raison que celle qui nous intéresse ce soir. Donc, je vous pose la question, en quoi cet extrait vient éclairer le choix de notre titre de ce soir, qui est, je le rappelle, « Achever la révolution ». On va commencer par Rêve, et puis après, ça à toi, Salma. En fait, ce qui est intéressant avec cet extrait, c'est que ça montre comment la révolution est aussi une question de perspective. Sur un même événement historique, il y a deux regards, deux interprétations et surtout deux peuples qui ne voient pas du tout la même chose par rapport à l'histoire. Il y a l'Algérien qui a vécu la révolution, donc qui a vécu le renversement de l'ordre colonial, etc. Et puis, il y a le Français qui l'a entendu de loin, comme c'était la guerre d'Algérie, comme c'était les révoltes, etc., etc. Et que ça nous dit aussi, justement, ça nous dit tout de ce qu'est une révolution, comment ça renverse des perspectives. Et cette idée de l'intitulé « Achever la révolution », c'est que c'est achever dans les deux sens. Achever la révolution parce que les révolutions sont rarement terminées. On n'a pas encore fini la révolution française. Elles sont inachevées. Exactement. Et elles sont inachevées parce que empêchées. Il y a des révolutions qui sont accaparées, détournées, etc. Tronquées même. Il y a des révolutions qui sont tronquées parce que justement, quand ils font la révolution, ils ne le font pas pour tout le monde. Quand la Révolution française arrive, il y a encore des esclaves. Il a fallu, on va en parler tout à l'heure, des soulèvements en Saint-Domingue pour que justement la première abolition se fasse. Et d'ailleurs, les femmes n'étaient pas des sujets là où la Révolution proclamait l'égalité des sujets en droit et en dignité. Les femmes étaient des sujets diminués. Donc en fait, les révolutions sont rarement complètes. Et donc achever la Révolution, Salma, c'est peut-être aussi avoir un autre regard sur les révolutions. Oui, exactement. Et c'est surtout, c'est un lieu de lutte et de légitimation, comme vous l'avez rappelé. Certains vont appeler certains événements guerre ou comme la guerre d'Indochine, alors qu'en fait, c'est vraiment une révolution. Parce que souvent, on pense qu'une révolution, c'est des valeurs, un grand soir, la prise du palais de je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, alors que pour d'autres, c'est un très très long processus. Et on va essayer de revenir dessus ce soir. Mais est-ce que toutes les révolutions, elles se sont aussi faites hors de l'Occident à un moment donné ? Oui, totalement. À partir de la révolution russe, on voit que ce mouvement qui a commencé à peu près en Angleterre en 1600 et quelques atteint le monde entier. Ça va de la Chine à l'Indonésie, ça revient en Afrique et à partir de là, on n'arrête plus jusqu'à maintenant avec la Palestine qui est
Là, on l'espère, la dernière révolution. Donc il y a des révolutions qu'on glorifie, il y a celles qu'on a étouffées sous les récits nationaux, les révolutions qu'on a trahies, récupérées ou vidées de leur sens, et il y a celles qu'on continue malgré tout à porter dans nos corps et dans nos voix, comme tu l'as dit, la révolution palestinienne. Donc hormis le mouvement que la Terre fait autour du Soleil, qu'est-ce qu'une révolution ? En fait, l'idée de révolution, c'est remplacer un ordre politique donné par un autre ordre politique. C'est vraiment la différence avec une alternance qui ne fait que changer les gestionnaires du pouvoir sans remettre en cause l'ordre politique en place. Une révolution renverse la monarchie pour établir une république, renverse la république pour établir, par exemple, l'anarchie ou quelque chose d'autre. Mais il faut ce changement fondamental-là pour qu'on puisse parler de révolution. Et dans l'histoire, la révolution comme mouvement politique, la révolution, c'est aussi philosophique et scientifique comme changement de paradigme. Quand on parle de révolution scientifique, on dit que il y a un certain regard, une certaine grille de lecture que l'on applique sur les phénomènes donc physiques et qui sont bousculés, ce regard-là, par l'émergence d'un autre regard. Ça veut dire que quand Copernic remplace Ptolémée, par exemple, ça, c'est une révolution. Quand Einstein remplace Newton, c'est une révolution scientifique. Et donc, il y a un renversement total de l'ordre antérieur et donc du rapport au monde antérieur par un rapport au monde subséquent. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, au-delà peut-être revenir sur l'étymologie du mot révolution, qui a la même étymologie que revolver, le revolver. Il y a cette idée cyclique et de revenir à un état. Et cet état-là, c'est un âge d'or qu'on aurait perdu auquel on souhaiterait revenir. Et c'est aussi la révolution, en général, c'est aussi deux visions du monde qui s'affrontent, de deux catégories. Par exemple. De catégorie en tant que groupe. Exactement. Et par exemple, pour le cas qu'on va traiter, c'est la révolution bourgeoise et les catégories bourgeoises qui, aux alentours de la Renaissance et des grandes découvertes, affrontent la vision du monde de la cogestion entre l'Église et les nobles, ce qu'on appelle l'Ancien Régime. Et surtout, le fond de cette dispute-là, c'est comment on va produire le savoir. Et il se trouve qu'à partir de la guerre de 100 ans, la catégorie bourgeoise, qu'on appelle, qui sont des marchands, ont une vision du monde qui est plus efficace, plus efficiente, tout bonnement parce que la production de leur savoir, basée sur la science, la rationalité, marche. Donc, qui fait les bourgeois. Les bourgeois. Qui fait la révolution ? C'est les bourgeois. Et donc, j'essaie d'expliquer, en fait, pourquoi, à un moment donné, ils s'imposent. Ils s'imposent parce que leur vision du monde, la façon de gérer la société est beaucoup plus efficace. Ils défendent leurs intérêts aussi. Exactement. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'était que il y avait le bif entre l'héliocentrisme et le géocentrisme. L'un qui disait que la Terre se trouve au milieu de l'univers et tout le monde tourne autour. Et finalement, c'était le contraire. Et en fait, tout simplement, lorsqu'il y a les grandes navigations et ce qu'on appelle les grandes découvertes qui sont pour nous le début de la colonisation, on s'aperçoit que la Terre, elle est ronde. Et donc, l'épistémologie et la production scientifique et de savoir de la bourgeoisie s'imposent parce qu'elle est plus viable et elle s'est avérée être plus vraie que celle de l'ancien monde. Et ce qui est drôle, c'est que à la fin, juste avant la Révolution française, le roi Louis XIV, on l'appelle le roi Soleil. Oui, et puis, juste pour appuyer sur ce point, en fait, quand tu parles de vrai et d'efficace et d'efficiente, en matière d'étymologie, ça s'entend de deux manières. Ça veut dire ce qui est efficace, c'est ce qui permet d'écrire le plus précisément possible la réalité, mais aussi de prédire le plus précisément possible l'avenir. C'est-à-dire, quand tu as une science qui te permet de décrire le monde comme étant, la planète comme étant ronde, ça te permet de prédire une trajectoire qui te dit, si tu pars de là, de l'Europe, et que tu pars vers l'Ouest, tu arrives quand même en Chine ou en Inde, etc. Donc, c'est cette prédiction-là qui est, effectivement, une preuve de l'efficacité du savoir bourgeois, de la technologie bourgeoise. Et pendant 200-300 ans, cette vision du monde s'impose et la bourgeoisie commence à prendre le pouvoir. La couronne commence à lui confier énormément de responsabilités et vient se développer la première révolution, c'est-à-dire la révolution anglaise, la révolution américaine qui est un sous-produit de la révolution anglaise. Le but, c'est de dire qu'il y a plusieurs pôles derrière, en fait. Parce que une fois qu'ils ont eu l'hégémonie
culturelle, scientifique, ils ont pu imposer leur structure économique, leurs droits, certains diront même les mœurs pour les contre-révolutionnaires. Et on ne fait pas la révolution le 14 juillet 1789. C'est pas le sermon de jeu de paume qui fait que on prend... C'est pas ça, c'est qu'il y a eu 300 ans d'histoire qui a fait que, par exemple, pour l'Angleterre, la bourgeoisie marchande a fait une alliance avec les nobles, alors qu'en France, la bourgeoisie française, elle a fait une alliance avec la royauté et à travers la structure étatique. C'est-à-dire que la création de l'État, c'est la France. Et la bourgeoisie a servi justement au roi. Elle a servi la vision du monde du roi jusqu'à que la bourgeoisie le subjugue et prenne sa place. Mais toutes les révolutions ne sont pas forcément bourgeoises. On tentera d'y répondre après notre première pause musicale avec Orita. Castillo. 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 Orita Castillo. Ensu Conjunto. Ce qui veut dire avec son orchestre, sa bande. Ah là là. Voilà. Donc le son s'appelle... Espagnol. Je raconterai Le son s'appelle... Dorita Castillo, un morceau qui parle d'exil, de mémoire et de fierté. Et je parle sous le contrôle de notre expert en espagnol. Alors, j'ai une petite anecdote très très rapide. Pourquoi j'ai choisi cette chanson-là? C'est le film, elle est extraite du film Kill the Gringo de Mel Gibson, qui est un chef-d'œuvre. Je vous invite à le regarder. Regarde pas Mel Gibson, non. Justement. Mais franchement, il est très très bon le film. Et j'avais eu cette chanson-là et un jour, j'étais à Carthagène des Indes en Colombie et je lève la tête et je vois Chambaku et je regarde et je savais que c'était de la cumbia qui est un genre musical colombien. Je regarde, je me dis mais attends, c'est bizarre. Et je fais mes recherches et je trouve que cette chanson-là a été écrite dans ce quartier-là et ce quartier-là, c'était des marécages où on avait installé les Noirs qui avaient fui justement l'exil rural en Colombie dans les années 10-20. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est comment cet endroit qui était un marécage, les gens, ils ont pu avoir justement cette nostalgie-là. C'est parce que leurs conditions à la campagne étaient tellement terribles que même dans un marécage, c'était mieux d'où ils venaient. Et voilà. J'avais un lien avec cette chanson. Très bien. Et c'est le moment de notre instant lexique avec Rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'instant lexique d'Angle Mort. Alors ce soir, Rêve, tu t'attaques à un mot qui va souvent de pair avec la Révolution, qui sent bon les commémorations sous les dorures de la République, mais on te connaît et on sait que tu ne vas pas nous laisser rester sur des apparences, c'est à toi. Il y a une pensée qui nous conforte à l'échec de notre consensus collectif, celle de l'abolitionnisme. Ce courant d'une radicalité nécessaire ne propose pas une simple réforme marginale, il nous enjoint de subvertir les fondements même de l'ordre établi. Si la fin de la peine de mort est souvent un horizon aisément concevable, l'idée d'un monde sans prison demeure un seuil de l'imagination que la majorité refuse de franchir. L'abolitionnisme, comme un projet essentiellement créatif, vise à édifier de nouveaux systèmes de justice et de soins, s'attaquant aux racines des désordres sociaux. Ces cibles sont multiples, s'étendant des systèmes punitifs aux structures intimes de la société, la police, la prison, la famille, le travail ou l'État. Alors j'entends l'appel à l'imagination que tu nous fais, mais cet exercice ne risque-t-il pas d'être vain si on ignore que toute abolition a d'abord été une lutte concrète ? Cette question est fondamentale. En effet, si l'abolitionnisme nous enjoint d'imaginer, c'est parce qu'il tire sa force d'un héritage historique qui prouve que l'utopie n'est que la libération que les opprimés arrachent eux-mêmes. L'énergie des mouvements contemporains vient de la lutte contre l'esclavage, prouvant que l'abolition n'était pas un cadeau métropolitain, mais le résultat direct des révoltes d'esclaves de Saint-Domingue en 1791 aux Antilles en 1848. Cependant, l'indemnisation colossale des propriétaires après 1848 a jeté les bases d'une inégalité structurelle qui perdure encore aujourd'hui. Abolir le statut légal ne suffit pas s'il ne s'accompagne pas du démantèlement des rapports de pouvoir qui ont rendu ce statut possible.
Alors, ce parallèle entre la rente coloniale et la persistance des inégalités est assez fort, mais comment l'abolitionnisme étend-il cette critique à la prison, la famille et au travail ? C'est parce qu'il y a un fil rouge. Ces institutions sont des rouages fonctionnels qui se soutiennent mutuellement au sein d'un système en tant qu'outil de gestion et de reproduction du capitalisme racial. Selon Angela Davis, la prison est un lieu abstrait où sont déposés les êtres indésirables, en isolant les populations pauvres et racisées. Elle dispense la société de réfléchir aux causes réelles de la délinquance, le racisme, la pauvreté, les inégalités. Quant à la police, historiquement liée à la protection de la propriété privée, elle n'est ni formée ni efficace pour gérer les crises sociales et de santé mentale. L'abolition de la police passe par ce qu'on appelle les 3D. Définancer pour allouer les fonds vers les services sociaux, décentraliser les missions non pénales vers des équipes spécialisées et décriminaliser les actes qui relèvent de la santé publique. Quant à l'abolition de la famille nucléaire, elle cible l'institution qui privatise le soin. Ce travail non rémunéré, majoritairement dévolu aux femmes, permet au capitalisme de renouveler la force de travail à un coût quasiment nul. La famille est également le berceau de toutes les dominations, comme le dirait Dorothée Ducy. L'alternative donc est la création de structures collectives de solidarité. Enfin, l'abolition du travail, portée par des mouvements comme la Verte critique, vise non pas à libérer le travail de l'exploitation bourgeoise, mais à nous libérer du travail lui-même en tant que catégorie sociale aliénante. Le travail abstrait est la mesure du temps qui fonde la valeur d'échange et génère le fétichisme de la marchandise. L'abolir signifie libérer l'activité humaine de la logique du profit pour l'orienter vers les besoins réels. Cependant, il est essentiel de distinguer l'abolitionnisme systémique de la démarche dite abolitionniste concernant la prostitution. Cette dernière est en réalité une forme de prohibitionnisme qui, en pénalisant le client, ne fait que pousser les travailleurs du sexe dans la clandestinité. Contrairement à cet effet, les syndicats de travailleuses du sexe et les féministes anticarcérales réclament la décriminalisation du travail sexuel pour obtenir des droits et outils nécessaires à la lutte contre l'exploitation. Donc, c'est une démarche qui est alignée sur la logique abolitionniste de la décriminalisation et de la réduction des interactions policières. Alors, je vois la cohérence systémique, mais si on parle d'une libération progressive, qu'est-ce qu'on a à proposer concrètement pour gérer la violence la plus extrême, comme par exemple les meurtres et viols, sans la solution d'exclusion qu'est la prison ? La question est légitime. C'est l'essence même de l'impératif de la conscience que de démanteler ou de chercher à démanteler le mythe de l'impossibilité. Nous partons du constat que le système actuel est déjà un échec, qu'il faut proposer des alternatives de justice réparatrice. L'abolitionnisme exige une dénaturalisation radicale du pouvoir, révélant les institutions comme de pures constructions historiques. Face à l'échec du système actuel, les abolitionnistes proposent de s'attaquer aux causes profondes de la violence et de développer des stratégies de justice réparatrice et transformative. Ces approches se concentrent sur la réparation du tort causé, la guérison des victimes et la responsabilisation des auteurs au sein d'une communauté. Il s'agit en somme d'une invitation à préférer à la fatalité l'effort d'une conscience radicale. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Bon, moi, je comprends qu'abolition et révolution vont donc forcément de pair, mais il n'y a pas de révolution sans abolition. Par contre, toutes les abolitions ne sont pas des révolutions. Oui, Moi, j'ai des exemples. oui, vas-y. Par exemple, la peine de mort. Elle a été effectivement reconfigurée parce qu'aujourd'hui, par exemple, cette semaine, il y a eu un jeune Guinéen qui a été tué à la frontière française, à Dunkerque, parce qu'on lui avait servi une OQTF, alors qu'il obligation, travaillait. effectivement, alors qu'il travaillait. Et donc, on voit que la nécropolitique migratoire de la France conduit, ou plutôt condamne, concrètement, matériellement, des gens à la mort. Eh ben, je pense que c'est le moment de reprendre notre discussion. Et pour en revenir à notre sujet, donc, est-ce qu'on peut dire que les luttes de libération coloniale ont été aussi des révolutions ? Ou est-ce qu'elles ont tenté d'achever celles que d'autres avaient commencé ? Alors, on s'était laissé sur... Tu m'avais posé la question, c'est est-ce que toutes les révolutions sont bourgeoises ? Oui. Et moi, je t'avais répondu que non, parce qu'à partir de 1917 et la révolution russe, entre-temps, il y a un nouvel acteur qui est apparu.
qui est le prolétariat ou le peuple, enfin appelez-le comme vous voulez. Et donc c'est une nouvelle catégorie qui devient un acteur de l'histoire, capable de transformer les choses. Et à partir de 1917, toutes les révolutions sont des révolutions prolétariennes qui ne disent pas leur nom. Et donc même si je voulais aussi revenir sur le cas de Haïti, qui est aussi une révolution d'esclaves, qu'on peut dire que c'est une révolution de prolétaires et de travailleurs, mais même si elle a eu énormément d'influence, elle a tellement été étouffée, ils n'ont pas pu faire la même chose avec la révolution russe, qui va derrière influencer la révolution chinoise et toutes les révolutions de la décolonisation qui suivront. Il faut quand même aussi dire une chose, c'est que si effectivement la révolution à partir de 1917 sont donc du fait du prolétariat, Le sujet colonisé. oui, il y a le sujet colonisé et à partir de là, on se rend compte que tout le prolétariat n'est plus révolutionnaire. À partir de là, on voit bien que le prolétariat, on va dire occidental, a versé dans ce qu'on appelle un marxisme d'alternance plutôt que révolutionnaire, un marxisme qui négocie avec l'ordre donc en place. Aka Sophie Binet, Voilà. qui ne veut pas renverser le gouvernement. Voilà. Ouais, C'est ça. le travaillisme. Des formes de travaillisme. C'est ça. Alors que de l'autre côté, le sujet colonisé n'a pas le luxe de négocier avec l'ordre social et n'a pas d'autre choix que celui du renversement total. Donc, ils sont obligés d'être révolutionnaires. Ce qui est intéressant à noter, c'est que à chaque fois que le sujet colonisé est mobilisé, notamment dans les mouvements nationalistes anticoloniaux, ce qui intéresse la gauche occidentale, et notamment française, c'est la dimension nationale de ces luttes et non pas la dimension anticoloniale. On les mobilise pour justifier de brandir ici le drapeau parce qu'on brandit là-bas le drapeau. Alors qu'ici, on ne cherche pas la révolution, on cherche à faire de l'alternance, quoi. Exactement, c'est une forme d'alliance avec la bourgeoisie qui Et est mythologie nationale. voilà, qui est très très appréciée au sein de certaines franges de marxisme, mais justement ces bourgeoisies-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un nouvel acteur qui apparaît qui s'appelle le prolétariat et le prolétariat racisé du Sud, et les bourgeoisies nationales qui elles font aussi partie du processus révolutionnaire, se retrouvent coincées parce que là on n'est plus en 1848, on n'est plus en 1789. Et tout à l'heure, j'avais donné l'exemple par rapport à la Révolution, quand on disait que c'était un désir aussi de retour à un moment idéal, un moment où, en gros, la classe commerçante à laquelle on s'identifie avait les mains sur les décisions. Et c'est pour ça que, dès l'Antiquité, l'intérêt pour la Rome antique et la République et la démocratie et la Grèce a été des institutions qui ont été sont devenues des institutions bourgeoises parce qu'ils se projetaient vers un moment. Et en fait, pourquoi je parle de ça ? C'est parce qu'on le voit dans les bourgeoisies du Sud racisées, on voit les mêmes structures mentales qu'il y avait à une époque où la bourgeoisie elle était dominatrice, où ce qu'on appelle le peuple ou le prolétariat n'existait pas. Et tous les hotep qu'on critique, tous les afrocentristes et tout ça, ils ont la même démarche petite bourgeoise d'un retour à une période passée. Dans le cas, c'est l'Égypte, les humanités africaines. Comme la Renaissance, et c'est la Grèce et Rome. Mais vu que l'histoire ne repasse pas à ses plates-bandes et qu'il y a cette nouvelle catégorie qui s'appelle le prolétariat, ils sont littéralement pris entre deux feux et c'est pour ça qu'on voit les bourgeoisies du Sud ne pas être très progressistes. Et c'est ce qui nous gêne, nous, avec les communistes ici, parce que ils sollicitent, ils aiment bien ces bourgeoisies. On les voit quand ils disent ouais, mais l'Iran c'est des résistances à l'empire, Assad il était beau, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui existe. Et on comprend le discours anti-impérialiste comme un discours d'émancipation, alors que c'est pas forcément le cas. Alors qu'il s'allie aux franges les plus réactionnaires qui existent dans ce monde. Donc le marxisme occidental n'est pas si révolutionnaire que ça. Voilà, le marxisme occidental, un pépé. Il fétichise les mauvaises révolutions avec ses alliances avec les nationalistes. Exactement. On va peut-être faire une deuxième pause musicale, rapidement, parce qu'il y a Moussa après. Ok, et c'est quel titre? Ah oui, c'est RSKO, Amour sincère. Éclairer les marges
décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Alors après ce moment tout en douceur qui nous a été conseillé par un jeune sympathisant J'aime sympathiser. Isonomia, On aime bien. voilà, retour de Moussa avec sa cam et bonsoir, avec un titre qui sonne comme un mot d'ordre, la reprise. Tu veux de la cam? C'est la chronique Angle mort de Moussa. Le jingle, il me tabasse. C'est génial. Bon, bah, les amis, moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de chronique. Oui, t'étais pas là la dernière. En plus, Ouais, c'était un plateau exclusivement fait. Ouais, mais je suis venu. ouais, t'es venu, c'est vrai. T'étais là, Très bien. t'étais là, silencieux. Ouais. Mm. Toujours. Sage. Comme une image. Ouais, je fais la chronique. Bon, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de chronique. Là, j'ai l'impression de reprendre le sport. T'as vu comment c'est dur de reprendre le sport après une grande pause? Tu sais, t'es rouillé, ton corps, là, il fatigue plus vite, t'as plus de chances de te blesser. Ça veut dire, là, ma chronique, elle va être nulle sa mère. Tu l'annonces? En fait, j'ai l'impression d'être Sophia Aram à son prime. Ah ouais. Ah, c'est... Et là, pour ceux qui connaissent pas Sophia Aram, c'est très bien comme ça. Restez comme ça, ne changez rien. C'est vrai, souvent, le savoir est une arme, mais en vrai, parfois, l'ignorance est une arabe. Voilà. T'as capté? Bam, jeu de mots, on y va. Alors, en tout cas, je suis grave content de reprendre l'émission. Franchement, surtout après 3 mois de pause. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a fait 3 mois de pause. Ça se voit, on n'est pas payé pour ça, cette émission. Parce que c'est une radio associative. 3 mois de pause, elle peut pas perdre de l'argent, elle en a pas. Tellement mon micro, c'est un tuyau de robinet. Je m'entends plus. On a même pas... En plus, on n'a même pas d'ingé son. C'est Rêve qui fait la régie. S'il le faut, il touche les boutons au hasard depuis le début. Voilà. Là, tu vois, là, on croit qu'on est en saison 2. Ouais. Mais ça se trouve, on n'a jamais été à l'antenne. La radio, elle a tellement pas de budget que même les toilettes, elles sont en open space. Ah ouais. Faire leurs besoins en se cachant le visage en utilisant la méthode. Si je vois personne, personne ne peut pas. Regardez. Eh, frère, là, non, je continue. Hein. La radio, elle peut même pas se payer une agence de nettoyage. Là, on rigole, là. Mais après l'émission, c'est nous, on va faire le nettoyage. C'est nous, on a reçu un mail. Non, c'est un mec. Ça veut dire là, en fait, là, je suis à 2 doigts de lancer un appel pour qu'un milliardaire rachète la radio. Mais en vrai, non, je sais pas. Parce qu'en vrai, je sais que c'est Mathieu Pécard. une mauvaise idée. Moi, le milliardaire, j'ai pas envie de remplacer mes positions politiques par ses positions préférées du Kama Sutra. Tu vois? Moi, je préfère être sans budget et libre que sponsorisé et plein d'hémorroïdes. Tu vois? Non, mais au moins, je dis ce que je pense. Ah bah ouais. Ah oui, on a... C'est pas bien de balancer sur Meurice. Hein. Oui, après, chacun ses hémorroïdes. Bon, en ce moment, c'est compliqué pour moi de faire rire. Pas parce que je me trouve pas drôle, mais parce que l'actualité, c'est que des mauvaises nouvelles. Alors, moi, quand je m'informe, j'espère des bonnes nouvelles. Au final, je suis toujours déçu. Je suis rendu à un stade où je m'informe comme si je jouais au casino. Sauf qu'au lieu de perdre des sous, je perds des neurones. Parce que en fait, moi, plus je m'informe, moins je comprends le monde parce qu'il n'y a rien de cohérent. Là, par exemple, j'ai vu que Sarkozy est condamné à faire de la prison, mais il dort chez lui. Oui. Ça veut dire, lui, il fait de la prison en télétravail. Oui. Lui, c'est sûr, ses gardes à vue, il les fait en visio sur Teams. Tiens, là, pareil, Macron qui décide de reconnaître la Palestine une fois qu'elle est méconnaissable. Ouais. C'est pas cohérent. Après, tu me diras, c'est pas différent de la police qui attend qu'une femme meure sous les coups de son mari pour se dire, mais attends, je la reconnais, elle. Elle était passée. Ouais, attends, elle nous avait porté... On a reçu 12 plaintes de cette personne. Pas différent. Par contre, il y a une info que je trouve cohérente dans tout ce marasme. C'est Trump qui espère recevoir le prix Nobel de la paix. Ah ouais. Moi, je comprends pas les gens qui sont contre, perso. Ah ouais. Bah, ça aurait été le prix de la paix décerné par Dieu. Là, ok. Là, tu vois, genre... Ouais, t'aurais dit, ouais, c'est bon. Mais là, c'est le prix Nobel de la paix. Vous savez, c'est qui, Alfred Nobel? Ouais. C'est le gars qui a inventé la dynamite. Ça, donc... Ouais. Ça, pour Trump, en vrai, la dynamite, ça fait la paix. Hein. Ah ouais. Hein, parce que pour lui, après une grosse explosion, tout est paisible. Tu vois. Et ça, les États-Unis, c'est les meilleurs dans le game. Donc, en vrai, faut lui décerner le prix Nobel de la paix. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Ça fait plaisir. Bravo. Applaudissements.
Close. Thank you. Sympa, t'as la pêche. Ouais. 3 mois de pause. 2026, 3 mois de pause, Une solution. bénévolat, sans budget. On cherche un financement. On fait ça avec notre cœur. Ah, Non, mais il il faut dire à plus, on va quand même être renouvelé. Hein. Ah oui, hein. Et quand tu- Ouais, c'est Heureusement qu'on n'est pas en France. Ah. Heureusement qu'on n'est pas en France. Hein. c'est pour ça il faut pas de milliardaire. C'est bien comme ça. C'est clair. Très bien. Ok. Il nous reste Monsieur Ouais. Markel. C'est angle mort. Non, c'est hors piste. Ah ouais. Yes. Moi aussi, c'est la reprise pour moi. On prend un détour. C'est le moment hors piste d'Angle mort. Alors maintenant, place à la rubrique préférée de celles et ceux qui aiment se faire bousculer. Le hors-piste. Ce soir, cher Marquet attaque fort avec une phrase qui va déjà faire tousser les bien-pensants. Il n'y a pas de gauche dans les Amériques. Tu peux encore te faire des amis, on dirait. Exactement. C'est à toi. Il n'y a pas de gauche dans les Amériques. Non pas faute de traditions révolutionnaires, de penseurs radicaux ou de lutte populaire, mais parce que ce continent repose sur une contradiction fondatrice. Croire à l'existence d'une gauche en Amérique, du nord au sud, revient à confondre la vitalité des courants contestataires avec la capacité réelle de produire une hégémonie politique. Des mouvements socialistes puissants, des grèves massives ou des partis communistes influents ont bien émergé, mais ils n'ont jamais pu transformer durablement l'ordre établi. Ce qui fait défaut, ce n'est pas la volonté d'émancipation, mais les conditions matérielles permettant de refonder la société depuis ses marges. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des luttes, mais qu'il n'y a aucune de ces luttes qui parvient à transformer les structures de pouvoir. Exactement, parce que les Amériques ont été conçues comme un dispositif colonial, structuré par l'esclavage, le génocide, la suprématie blanche, et ce n'est pas une contingence historique, mais la matrice de leur institutions, citoyenneté, propriété, famille, travail, éducation, l'ensemble du continent a été organisé pour servir la domination et les intérêts des Européens blancs. Dans ce cadre, la gauche ne peut s'incarner dans un État. Elle y est condamnée à la position d'assiégé, du toléré ou de l'ennemi de l'intérieur. Cette hypothèse proche des approches décoloniales latino-américaines rompt avec la lecture historiciste linéaire et progressiste, hérité de la petite bourgeoisie et de certains marxistes qui supposent qu'une gauche finira mécaniquement par s'imposer. Le problème n'est ni un retard ni un déficit de conscience ou d'organisation, mais une impossibilité structurelle. Les États américains ont été conçus pour rendre irréalisable toute égalité raciale et sociale réelle. L'État n'est pas un terrain neutre à conquérir, mais un dispositif racialement structuré. C'est ce que j'appelle un blocage ontologique, un écart insurmontable entre les formes de vie désirées par les peuples et les structures étatiques qui les dominent, entre un horizon d'égalité et un appareil fondé sur l'exclusion. Alors, ce blocage fondamental, hein ontologique. C'est l'idée qu'il est impossible de construire une gauche à partir d'un État né de la hiérarchie raciale. Oui, même lorsque les gouvernements progressistes accèdent au pouvoir au Brésil, en Bolivie ou au Venezuela, ils doivent composer avec des structures étatiques fondamentalement hostiles à leur projet. D'un côté, un horizon d'égalité, de l'autre, des institutions fondées sur l'inégalité. Ce n'est pas un simple conflit politique, c'est une opposition ontologique. L'État tel qu'il y est ne peut porter un projet de gauche transformateur. Ce blocage se manifeste aussi dans la manière dont le social est pensé. En Europe occidentale, notamment en France, un État social a pu émerger dans les sociétés relativement homogènes racialement, traversées par des conflits de classe internes avec lesquels le capitalisme a dû composer. Même minoritaire, la gauche a pu infléchir les institutions car celles-ci ont été contraintes d'intégrer leur propre classe laborieuse dans un projet de cohésion nationale. En Amérique, la classe laborieuse ont été racialisées dès les origines et exclues du projet national. L'État y est conçu pour garantir l'égalité mais pour organiser la domination. C'est pourquoi il ne suffit pas d'être des millions à désirer l'égalité pour qu'un projet social émerge. Inversement, certains peuples, même lorsqu'une minorité seulement adhérait à ces valeurs, ont pu accéder à des institutions sociales concrètes parce que leur structure était conçue pour eux. Dès lors, la gauche devient un fantôme présent dans les discours, désirs, mouvements, mais dépourvu de prise réelle sur l'appareil d'État. Là où il n'y a pas de groupe racisé à exclure, l'État est contraint de prendre en charge le social concrètement. L'État social européen, bien qu'imparfait, a dû intégrer des principes d'égalité tangible, santé,
éducation, travail. Dans les Amériques, ces institutions sont restées abstraites, moralisées, déléguées à la société civile. Le social existe partout, mais il n'est toujours pas incarné. Là où l'exclusion raciale structure la société, l'État peut se mêler mêler les formes sans jamais remplir le fond. Il proclame des droits sans les rendre effectifs, parle d'inclusion sans reconnaître la conflictualité historique qu'elle suppose. Il en résulte une société où l'égalité devient une affaire morale et individuelle. Elle n'est plus condition collective produite par des institutions communes, mais un idéal personnel à réaliser dans les intersections. Dans les Amériques, le social est laissé à la charge de l'individu avec un imaginaire chrétien de la charité. Donc, en résumé, l'égalité reste un mot d'ordre moral, jamais une réalité politique. Exactement, le blocage ontologique désigne ainsi l'impossibilité de voir coïncider les désirs collectifs d'émancipation avec des structures étatiques héritées du colonialisme, c'est-à-dire l'impossibilité même qu'une gauche structurante dans les Amériques. Ce n'est pas une question de nombre, mais de reconnaissance structurelle. Là où l'État repose sur un manque d'empathie, l'égalité devient impensable. Tu nous décris pas la France, là ? Totalement, depuis quelques années. C'est exactement ça. En parlant de l'Amérique, en fait, je parle de nous. Parce que ce qui nous pend en nez, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de gauche en Amérique. Et que nous, on est à deux doigts de la perdre. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Du coup, on va revenir à notre sujet révolutionnaire. On s'était arrêté à ça tout à l'heure. Est-ce que le sujet révolutionnaire aujourd'hui, c'est toujours le prolétariat ? Moi, je pense que c'est les marges. Donc, le sujet révolutionnaire n'est plus le prolétariat. Alors, le sujet révolutionnaire, il a évolué en fonction du temps. Hein. Ça dépend de là où on se trouve actuellement, la situation dans laquelle on est. Les personnes qui ont été justement marginalisées deviennent un nouveau sujet politique et à travers l'histoire, il y a eu des sujets révolutionnaires. Tout à l'heure, je l'avais dit, la bourgeoisie, parce qu'elle était capable de transformer, parce qu'il y a toujours cette idée-là. Celui qui est révolutionnaire, c'est celui qui est capable, à travers sa conscience, de transformer le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On ne peut pas transformer tout le temps et tout le monde n'a pas la capacité de transformer. Et par exemple, en Occident, le sujet politique qui a été choisi, c'était un homme blanc entre 18 et 55 ans. À l'époque où la retraite, elle était à 55 ans. Le code du travail a été fait pour lui, les retraites ont été pensées pour lui, la médecine a été pensée pour lui. L'accès à la propriété. Exactement. Et donc, on a réalisé, et même les révolutionnaires ont basé toute leur stratégie politique sur ce sujet-là. Et petit à petit, on voit que le travaillisme dont à l'heure tu te moquais, qui est réel et qui est vrai, a pu être récupéré. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mon texte. Il ne s'agit pas d'être les plus nombreux. Tu vois, tu peux être une minorité. Et en gros, moi, ma réflexion tourne toujours autour de si on est dans une tranchée, quel est le sujet révolutionnaire, entre parenthèses, qui me garantit le plus longtemps d'être présent. Et ça, c'est simplement mon propre avis. J'ai lancé les paris sur une femme racisée du fait du nombre de de domination et la sédimentation et le croisement qu'elle subit. Je pense que le futur sujet révolutionnaire... On va faire une lecture intersectionnelle. Ce que tu dis souvent, une femme racisée, oui, mais... Il y en a certaines, elles collaborent déjà. Hein. Moi, je pense que les marges, elles ne sont pas toutes marginalisées, révolutionnaires, elles marginalisent la production. Alors, aussi rappeler que, attention, les marges dont on parle, ce n'est pas les marges qu'on voit dans la littérature marxisme, le lumpenprolétariat, machin. C'est pas ça. Hein. C'est effectivement pas les marginalisés de la production, c'est les marginalisés du pouvoir. Et ce n'est pas forcément la même chose. Et pour revenir sur ce qui vient d'être dit, sur, par exemple, l'exemple des femmes, effectivement, si on a une approche intersectionnelle, ça peut nous pointer vers ce sujet-là comme étant un sujet révolutionnaire. Mais comme l'a rappelé Filsan, est-ce que ce qui importe, ce n'est pas plutôt de penser non pas le sujet révolutionnaire, d'avoir la démarche. Exactement, d'avoir cette obsession léniniste pour le coup du sujet révolutionnaire et d'en revenir à ce qu'on appelle la démarche révolutionnaire. Et donc, de voir quels sont les processus qui nous le permettent plutôt que le sujet. Parce que Filsan l'a rappelé,
les femmes noires, il y a des femmes noires, Oui. pas d'abord. D'abord, pas que, il y a des femmes racisées. On veut des noms. En Angleterre, Ah là, je sais pas si vous avez vu la vidéo. la chef du parti conservateur en Angleterre, Comment elle s'appelait là je ne sais pas comment elle s'appelle, mais Oui, je crois. Patel. Sophia. Elle s'appelle pas Patel. Elle vient de... Condoleezza Rice. Non, en Angleterre. En Angleterre, Celle qui a pris la tête du du Parti conservateur. parti conservateur. Elle vient d'annoncer qu'effectivement, il y a une milice anti-immigrés qui est Mhm. modélée sur le ICE américain. Voilà. Ça veut dire la police anciennement des esclaves qui est devenue... Allez, ça quoi. Ouais, exactement. C'est ce qui est en train d'être fait. Et ce discours-là est porté par Par une femme noire. une femme noire, de la même manière que Rishi Sunak l'avait porté juste avant lui. Tu as parlé de Condoleezza Rice, etc. Et je pense que quand je parle de parler de démarches plutôt que de démarches révolutionnaires plutôt que de sujets révolutionnaires, c'est que quand on sature nos luttes Hmm. de tous ces marqueurs-là, ça nous évite la récupération. Par exemple, le pinkwashing n'est pas possible quand la lutte, par exemple, LGBT est saturée par l'antiracisme ou que la lutte antiraciste est saturée par l'anticapitalisme. Ouais. Ça veut dire Apple ne va pas changer ses couleurs aux couleurs LGBT ou ne va pas mettre un drapeau noir pour dire Black Lives Matter quand ils savent que Black Lives Matter porte aussi l'abolition du capitalisme. Ouais. Mais de la même manière que les luttes, par exemple, de classe doivent être saturées par les luttes féministes pour que les masculinistes ne se sentent pas à l'aise en pensant que c'est une lutte uniquement faite pour les pauvres, etc. Mais aussi que la lutte des classes soit saturée des luttes antiracistes et autres. Et donc, quand on parle d'intersectionnalité et de convergence des luttes, c'est surtout ça. C'est pas juste d'accumuler les choses, mais de faire en sorte que les démarches que l'on adopte ne puissent pas être récupérées parce que saturées par toutes les marches, saturées par toutes les marches et non pas centralisées sur un sujet révolutionnaire dont on sait que c'est toujours au prix de l'ignorance de plein d'autres marginalisés et exclus de la révolution, ce qui fait aboutir à des révolutions tronquées plutôt qu'à des révolutions achevées. C'est toute la Ce qui difficulté. n'est pas le cas encore sur le terrain. Ah, c'est clair. Tu vois, ce qu'on est en train de dire, c'est toute la difficulté justement de penser depuis les marches. C'est-à-dire que nos combats, on doit faire attention à ne pas demander, ne pas aller vers la reconnaissance institutionnelle, Hmm. type SOS Racisme et Petite Bourgeoise, et tous les noms que tu as cités, Condoleezza Rice, la dame qui est indo-pakistanaise, etc., Hmm. elles sont aussi des bourgeoises aussi. Il y a des gens aussi qui sont racisés, qui ont accepté de rentrer dans les institutions, et moi je fais vraiment la différence entre la démarche intersectionnelle, je vais pas dire non bourgeoise, parce que ça n'existe pas pour moi. Il y a des récupérations petites bourgeoises. Et la saturation dont tu parles, c'est ça. Et donc, nous, tout le combat, en fait, depuis les marges, c'est qu'on doit veiller à éviter la récupération institutionnelle qui va dissoudre notre combat et la dissolution de la reconnaissance populaire. Et en fait, nous, on est dans un espace où on doit lutter en même temps contre les institutions et aussi contre le monde ouvrier qui a ses propres takes, ses propres angles morts. Mais le but final, c'est quand même avoir accès à cette reconnaissance populaire, mais avec nos mots d'ordre, parce que nous sommes le peuple. Et si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, sur la question de l'intersectionnalité, nous, en tant qu'Isonomia, on a fait irruption dans la journée des écologistes, comme on le fait très souvent avec les partis politiques pour perturber un peu. Et il y a Pour les informer. Les informer. Ouais, c'est comme ça que Les c'est éveiller. de manière corporelle. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un panel sur une ville intersectionnelle. Oui. Et Là, c'était un adjectif. La ville intersectionnelle. Ouais. Et j'ai été obligé de leur dire qu'en fait, l'intersectionnalité, c'est pas une praxis. L'intersectionnalité, c'est pas une façon d'organiser une lutte en réalité. L'intersectionnalité est une lecture, une grille de lecture qui permet d'analyser des rapports sociaux et des positions sociales à un moment donné. Et à partir de là, tu peux maintenant élaborer une praxis, c'est-à-dire, par exemple, faire de ta lutte une lutte convergente, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, la lecture ou l'analyse est intersectionnelle. La lutte, elle est convergente, saturée de tous les marqueurs, de la marche, etc. Et puis, la politique qui va en découler, si la lutte a le succès, rencontre de succès, alors cette politique, elle est inclusive.
Mais on voit bien que c'est des étapes qui ne sont pas les mêmes. Il y a l'étape épistémologique de compréhension des rapports du monde, des positions des acteurs dans la société, etc., et des rapports qu'ils entretiennent. La démarche de lutte qui permet de les démanteler, etc. Et une fois qu'on les a démantelés, par le biais d'une politique qui est une politique inclusive, qui ne laisse personne sur le bord de la route, quoi. Moi, j'ai retrouvé des infos sur... elle s'appelle sur la chef du parti conservateur aux États-Unis. Non, elle a pris la suite. Il y en a une qui s'appelle... Au Royaume-Uni, elle a pris la suite de Sunak. Elle s'appelle Kemi Badenoch ou Nok. Ah ouais. D'accord. Et elle est née de parents nigérians. Elle a vécu au Nigeria jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle est née au Royaume-Uni. Elle est revenue. Elle est anti-woke. Elle se dit anti-woke, sceptique quant à l'objectif de neutralité de carbone du Royaume-Uni. Et elle a fait de l'immigration son cheval de bataille parce qu'elle estime que toutes les cultures ne se valent pas. Oui, et il y a exactement le même profil, mais en Belgique, par exemple, une des porte-paroles du Parti conservateur là-bas aussi, c'est une On avait Zineb Razoui ici. Exactement. Ouais, mais bon, Zineb, elle a chuté après. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de communistes qui ont appelé camarade Zineb. Oui, mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce qui est intéressant pour le système, par exemple, politique, sur quelqu'un comme Zineb Razoui ou tous ces personnages, c'est ce qu'elle représente. Le somatique, c'est une femme noire, c'est une femme arabe, etc., etc. Mais Zineb, à un moment donné, elle a saturé son discours d'un sujet anti-impérialiste qui est le sujet de la Palestine. À partir de là, c'était des grongalades, on ne la voit plus. Mais de la même manière que Greta Thunberg, par exemple, qui a été malmenée, etc., elle a eu un discours écologiste qui a, mais plus aux élites. Elle a été invitée au sommet de Davos, elle a été invitée à l'ONU, elle a été invitée un peu partout. Mais à partir du moment où elle commence à inclure... Elle est au bout de sa démarche. Exactement. Saturer sa démarche d'un discours antiraciste, d'un discours anti-impérialiste, etc., anticolonial, on voit qu'elle n'est pas récupérable. Oui. Et c'est ça, en fait. Donc, plutôt que le sujet, c'est la démarche. Du coup, une petite fille blanche qui est un peu subversive, mais pas trop, qui est très bankable sur des couvertures, etc., est facilement récupérable. Mais là même qui sature son discours n'est pas récupérable. Mais de la même manière qu'une femme racisée qui est comme Ramayad peut entrer dans un gouvernement de droite, de sarkozyste, à l'époque de surlibération, etc., etc. Exactement. Mais il y aura aujourd'hui. C'est ça, en fait. Et on voit se recomposer devant nous la lutte dont on parlait tout à l'heure, épistémologique, entre les deux visions du monde. Avant, c'était les bourgeois contre le monde féodal. Et aujourd'hui, il y a la production de savoir des prolétaires, des travailleurs, qui est encore... D'où l'aliénation dont tu parlais, qui est encore un tout petit peu alignée parce qu'il n'y a pas encore une conscience de classe en éveil. Ça commence un tout petit peu. Et ça, c'est vraiment déterminant parce que quand tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on décrivait, on voyait vraiment que nous, on essaie de se mettre enfin, faire de la dialectique. Hein, excuse-moi de dire le mot. Hein, mais parce que je suis surveillé, les amis. Et c'est là la différence, justement. C'est que la production du savoir, depuis les marges, depuis les milieux populaires, c'est une épistémologie qui est spéciale. Donc voilà, donc continualité. Ok. Bon, on se dirige doucement vers la fin. Alors, cette reprise, on a encore 3 minutes avant de conclure. 2 minutes avant de conclure. Un mot de la fin. Un mot de la fin, au début, j'ai mis du temps à démarrer. À la fin, je suis en feu et ça va s'arrêter, quoi. Ok. T'es toujours en feu, de toute façon. Non, mais pas tout à l'heure. Maintenant. Un mot de la fin, toujours sur la révolution en réalité. Il se trouve que moi je pense que la gauche, parce qu'on est ici en Occident, même si tout le monde est occidental, toute la planète est occidentale du fait de la globalisation du modèle capitaliste, donc c'est toujours, faut le rappeler qu'il n'y a que des centres et des périphéries et non pas deux mondes qui sont séparés par des océans et ceux qui conduisent des voitures et ceux qui ne conduisent pas. Il se trouve que notre imaginaire à gauche ici est encore saturé par les imaginaires de bourgeois qui luttaient contre des monarques, quoi. Et que donc,
Du coup, quand on parle de la Révolution française, c'est ça. C'était pas des prolétaires qui étaient face à des bourgeois. Et donc ça commande une autre façon de voir le monde. Et je pense que c'est ce qui fait que depuis 1917, le prolétariat en Occident n'est pas révolutionnaire et que ce n'est que dans les périphéries du monde occidental qu'on va trouver des révolutions, c'est-à-dire dans les empires coloniaux, par exemple. Kanaki, si elle réussit, c'est révolutionnaire. Alors, moi, je voulais juste rajouter que c'est Isonomia pour une révolution égalitaire. Ça se rappelle avec un S. Ok. Alors, achever la révolution, c'est peut-être pas la finir, mais la ramener à la vie. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode de la saison 2 d'Angle Mort. On espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter qu'on en a eu à débattre. Vous allez retrouver bientôt le podcast de cette émission sur Radio Prune et sur toutes les autres plateformes. En attendant, restez lucides, critiques, restez attentifs et surtout, surveillez vos angles morts. À bientôt. C'était Angle Mort, l'émission qui éclaire les marges et décolonise les regards. Retrouvez le podcast de l'émission sur prune.net.